bonsoir. Merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité locale. Politique, économie et apprentissage en cuisine seront évoqués dans cette édition. Voici les titres de ce vendredi 21 octobre. Ce matin, 2 élus ont déposé une proposition de loi pour sortir l'Alsace de la région Grand Est. Laurent Jacobelli du Rassemblement national à l'Assemblée et Jean-Louis Masson sans étiquette au Sénat. Prochaine étape, en discuter en janvier prochain à l'hémicycle. Au cœur des stations essence, une accalmie se fait sentir. Les carburants sont quasiment tous de retour, ce qui rassure les professionnels comme les citoyens. En revanche, le prix déplaît toujours autant. Philippe Steyer, président d'Ineos Automotive, était l'invité des rencontres informelles au Cercle des Parèges. L'occasion d'évoquer le tout premier 4x4 Grenadier sorti d'usine et l'avenir du site de production. On jette un œil à la météo de samedi. Le ciel du matin oscillera entre nuages, éclaircies et quelques averses. Le retour du beau temps se fera l'après-midi. Le thermomètre affichera 11 degrés le matin, 20 à 22 degrés au plus haut. Ils sont 3500 en France et 96 dans le Grand Est. J'ai nommé les tiers-lieux. Ce sont des espaces qui regroupent le confort d'une maison et les équipements d'un lieu de travail. La première rencontre nationale autour de ce sujet et qui a réuni des centaines de professionnels s'est tenue à Blida ce début de semaine. Et son directeur est justement sur notre plateau ce soir. Bonsoir Jean-Pierre Burger. Bonsoir. On vous retrouve dans quelques instants, mais avant, on développe les titres. Et si l'Alsace sortait du Grand Est? C'est en tout cas le souhait des Mosellans Laurent Jacobelli et Jean-Louis Masson. Le député du Rassemblement national et le sénateur de la Moselle viennent de déposer une proposition pour réduire l'étendue de la région Grand Est et rétablir l'Alsace comme région de plein exercice. Les explications de Fanny Bragard. L'un à l'Assemblée, l'autre au Sénat. Dénonçant une région démesurée et un millefeuille territorial, ces deux élus veulent faire voter une loi pour sortir l'Alsace du Grand Est. C'était même une promesse de campagne pour le député du Rassemblement national. Ma liste défendait le fait que les 3 anciennes régions du Grand Est redeviennent des régions de plein exercice. Mais vous savez, les Français ont horreur des big bangs institutionnels et des réorganisations territoriales qui font que tous les 5 ans, tout le périmètre change. Commençons par faire de l'Alsace une région de plein exercice. Voyons comment ça marche, prenons le temps, mais l'objectif, effectivement, c'est que notre chère Lorraine redevienne une vraie région. Déjà opposé à la fusion des régions en 2015, Jean-Louis Masson monte lui aussi au créneau pour défendre au Palais du Luxembourg ce détricotage du Grand Est. Sénateur depuis 21 ans, il veut revenir à une gestion de proximité. On a vu la différence de gestion dans un domaine très ponctuel, qui est celui des transports scolaires. Dans le temps, c'était les départements, donc une gestion de proximité. Eh bien, maintenant, c'est la région. Vous avez vu les transports scolaires à cette rentrée, ça a été la foire d'Empoigne. C'est, disons, une incompétence totale parce que tout le monde s'occupe de tout et les gens ne savent même pas où se trouvent les communes dont ils parlent. Un redimensionnement du Grand Est qui, selon les deux élus, éviterait surcoûts et dysfonctionnements. Leur proposition de loi sera étudiée en janvier à l'Assemblée nationale. De son côté, le Conseil régional a vu sa séance plénière de jeudi virer au clash entre les élus du Rassemblement national et Valérie Debord. Après que le maire d'Hayange, Fabien Angelman, ait qualifié Jean Rottner de collabo, la vice-présidente Les Républicains a demandé un rappel au règlement en l'accusant de, je cite, « rappeler des heures sombres de la France et d'envoyer des signaux à une partie nauséabonde de son électorat », fermez les guillemets. Suite à ces propos, Laurent Jacobelli a décidé de porter plainte contre Valérie Debord. On les écoute au micro de Fanny Bragard. J'ai été outré. J'ai publiquement demandé à Madame Debord des excuses parce que parfois on s'échauffe, parfois les mots dépassent la pensée et on a tous le droit à l'erreur, même si dans certains cas l'erreur se répète souvent. Eh bien, elle a refusé de s'excuser. J'ai demandé au président Rottner de se désolidariser des propos, de demander à sa vice-présidente de s'excuser. Il a refusé de le faire. Et donc ça veut dire qu'ils assument pleinement le qualificatif de nauséabond pour les électeurs du Rassemblement national. Eh bien, ils en assumeront les conséquences. Monsieur Angelman a traité le président Rottner de collabo. C'est une qualification qui, évidemment, est extrêmement grave. Et il est hors de question que nous nous laissions entraîner dans ces bas-fonds et que nous laissions le Rassemblement national, plus exactement en la matière, le Front national, tenir ces propos d'extrême droite dans notre enceinte. Comment vous allez agir ?
comme nous le faisons là, en les dénonçant systématiquement et en ne cessant pas de rappeler ce qu'ils sont. Ils fêtent leur anniversaire, la plupart de leurs fondateurs étaient des collaborateurs. C'est un changement pour le groupe Uni pour Metz. Xavier Bouvet quitte son poste de président de l'opposition du conseil municipal et à l'Eurométropole de Metz pour raisons personnelles. Il laisse sa place à Jérémy Roch d'Europe Écologie Les Verts. Pour rappel, Xavier Bouvet était le principal adversaire de François Grosdidier lors des municipales de 2020. Assiste-t-on à un retour à la normale à la pompe? Une chose est sûre, les longues files d'attente que l'on a connues il y a encore quelques jours ne sont plus d'actualité. Et à quelques heures du début des vacances de la Toussaint, Anne-Sophie Gross a pris la température. Regardez. Oui, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut, les pompes sont pleines. Pas de souci, à tout à l'heure. Au revoir. Dans cette station messine, la pénurie de carburant est encore présente dans les esprits des automobilistes, même si l'approvisionnement est moins compliqué depuis plusieurs jours. On a été ravitaillés hier, les pompes sont pleines, elles seront pleines tout ce week-end. Il n'y a aucun souci, c'est fluide, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas d'embouteillage, tout se passe bien. Les files d'attente sont en effet moins longues que les semaines précédentes. La ruée vers l'or noir s'est un peu apaisée. Aujourd'hui ça va là. Aujourd'hui on est bien. Ah bah là, mais il y a moins de queue. Hein. Parce que d'habitude on a la queue jusque toute l'avenue, ça fait rien normalement. D'autres ont tout de même eu moins de chance. J'ai fait 2 autres totales avant et les 2 étaient vides, donc je pense que c'est toujours tendu, mais tant que j'en ai, je me plains pas trop. Que du prix. Le prix, en effet, est élevé, entre 1,70 € et 1,90 € pour de l'essence et 2 € en moyenne pour du gasoil. À la veille des vacances de la Toussaint, certains estiment que seuls ceux qui ont les moyens pourront partir. Ça devient vite cher quoi, donc c'est compliqué. On calcule chaque kilomètre qu'on fait quoi, parce que ça devient compliqué, on fait comme on peut quoi. Si les stations sont pleines, pas certain que les automobilistes remplissent leurs réservoirs, l'esprit serein. Du monde attendu ce week-end également dans les gares. Les Français ont plébiscité le train pour ces vacances de la Toussaint. Valentin Piovesan, vous êtes à la gare de Metz, aux côtés de passagers prêts à partir justement en vacances. Bonsoir. Et oui, bonsoir Uranie. Et oui, la SNCF qui attend plus de 4 millions de voyageurs en ce premier week-end de la Toussaint. Pour vous dire, c'est plus de 10% de plus que l'an passé. Pour vous dire également qu'un billet sur 4 a été vendu ces 10 derniers jours. Alors, vous l'aurez compris, vous allez devoir prendre votre mal en patience avant de pouvoir rejoindre votre destination de vacances. Car cette année, avec la hausse des prix de l'essence et les nombreuses pénuries, vous avez été très nombreux en tant que voyageurs à plébisciter justement le train, comme en témoignent ces explications d'un des voyageurs que nous avons rencontré il y a quelques minutes avec Fanny Bragard. Écoutez. Pourquoi avoir opté justement pour partir en train pour ces vacances de la Toussaint? Parce que le train c'est une solution écologique et puis que les horaires me conviennent bien pour emmener mon fils chez sa grand-mère qui part en vacances là. Vous n'avez pas trop peur d'attendre très longtemps en gare parce qu'on sait qu'il y a 4 millions de billets qui ont été vendus? Nous on est sur des lignes TER donc voilà, on a moins la problématique au niveau du remplissage des trains avec les TGV, même si bon, je pense qu'il y aura du monde dans le train, c'est le train des écoliers en principe à cette heure-là. On parle beaucoup de pénurie d'essence, beaucoup de Français ont fait le choix justement du train, c'était votre cas aussi? Moi j'ai réussi à faire le plein d'essence avant éventuellement de partir, donc je pouvais choisir également la voiture. Maintenant j'ai préféré le train parce que les horaires me conviennent bien, donc voilà, sinon j'aurais pris la voiture. À Metz, le trafic pour ce premier week-end de la Toussaint est prévu à la normale. Aucune brève est prévue, si ce n'est si vous avez des correspondances en Ile-de-France. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Un mouvement social est prévu et risque justement d'impacter la circulation des trains. Alors, on a connu les longues files d'attente à la pompe à essence. Désormais, il va falloir s'habituer aux longues files d'attente en gare pour monter dans vos trains. Merci beaucoup Valentin pour ces précisions. De leur côté, les salariés de l'usine de pneus Continental de Sarreguemines ont obtenu gain de cause. Après 4 jours de lutte sociale, la direction a accordé les 4% d'augmentation de salaire qu'ils réclamaient. Ils ont désormais repris le travail. Le secteur de l'automobile en Moselle-Est a connu un autre événement marquant cette semaine, la présentation officielle du tout premier 4x4 Grenadier d'Ineos Automotive, présentation qui s'est déroulée au cœur du site de production à Ambars. Le président d'Ineos Automotive, Philippe Steyer, est revenu sur cette épopée et l'avenir de l'usine dans le cadre des rencontres informelles au Cercle des Parèges. Nous lui avons tendu le micro justement aux côtés du Grenadier, véhicule qu'il veut hors du commun. Cette semaine, on a eu donc le démarrage de la production série du Grenadier. Donc, la phase maintenant qui suit, c'est vraiment une phase de montée en cadence.
monter en cadence au niveau de l'usine, monter en cadence au niveau de nos fournisseurs, pour être en mesure d'arriver dès le début de l'année prochaine à notre vitesse de croisière en termes de production et du coup en termes de livraison pour nos clients. Donc ça c'est cette première phase. Ensuite très rapidement il y a un pick-up qui va arriver en production troisième trimestre de l'année prochaine, commercialisé dans la foulée. On est à peu près en termes de volume sur 20% de notre volume en Europe et 80% du volume à l'export, donc hors Europe. Parce qu'en fait aujourd'hui on est convaincu et les premiers retours et les précommandes qu'on a aujourd'hui le confirment qu'il y a réellement un potentiel pour ce type de véhicule-là, il y a un besoin pour ce type de véhicule-là, principalement de professionnels qui ont besoin d'un outil de travail et qui vont utiliser le Grenadier comme un outil de travail dans l'exécution de leur activité. On a beaucoup de contacts avec les services d'incendie, avec la sécurité civile, avec des sociétés qui ont besoin d'accéder à des endroits qui sont pas forcément très accessibles. Aujourd'hui sur ce marché-là, effectivement, il y a quasiment voire plus d'offres. Donc c'est vrai qu'on vient occuper une niche sur le marché qui était devenue disponible. Au niveau de l'activité industrielle, on a maintenant eu notre démarrage en série donc pour les deux motorisations essence et diesel. En parallèle de ça, on est en train de travailler sur le développement d'un véhicule avec une pile à combustible, donc moteur à hydrogène, qui sera, dont le premier prototype sera disponible début d'année prochaine. Ça, c'est une technologie qui sera intégrée directement sur la ligne de production actuelle. C'est le moment de vous présenter notre grand format direction les cuisines pour les derniers préparatifs avant le concours du meilleur apprenti de France. C'est l'un des concours les plus prestigieux de l'Hexagone, le meilleur apprenti de France. Raphaël Michaud, 18 ans, tentera de remporter le titre ce lundi 24 octobre dans la catégorie Art de la table et du service. À quelques heures du jour J, l'étudiant BTS au lycée hôtelier Raymond Mondon à Metz peaufine les derniers détails de sa prestation sous l'œil avisé de ses professeurs. Très bien. Voici pour vous, jeune homme, le menu du jour avec entrée, plat, fromage, dessert. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Top chrono, Raphaël Michaud a seulement 15 minutes pour dresser une table de 2 couverts en adéquation avec le menu proposé. Repassage de la nappe, position des couverts, pliage des serviettes, des gestes maîtrisés qu'il répète depuis 1 an et demi. Les choses auxquelles il faut faire attention vont être déjà la propreté de tout le matériel. Ensuite, ça va être au niveau de l'alignement de tous les ustensiles. Et après, l'harmonie de la table de manière générale. Madame, monsieur, j'ai terminé donc ma mise en place de table. Après la pratique, c'est l'heure du bilan avec le jury joué par ses professeurs. Vous avez décidé de prendre un spray pour désinfection, mais par contre, vous ne l'avez pas utilisé. Vous avez déjà retourné vos couverts. Effectivement. Pourquoi les avoir faits et pourquoi l'avoir retourné? Tout est passé au crible. Parce que ça, c'est pas fini. Hein. Là, le plus marquant, là, c'est ici. Ouais. Dans l'ensemble, la technique est plutôt bien maîtrisée. Après, des détails, j'ai envie de vous dire, il y en aurait à chaque fois. Le détail qui va faire la différence, de vérifier que les 2 serviettes qui ont été posées sont pliées de la même manière, qu'il y ait une distance égale des couverts. Donc tout ça, il le maîtrise très bien. Il a le geste, il sait. Maintenant, il gère le timing, il gère l'épreuve, il la maîtrise. Et au contraire, oui, ce n'est plus que du détail maintenant. Lors des 9 épreuves, art de la table et du service. On est sur l'atelier du coup numéro 6 qui est la reconnaissance des fromages, service au guéridon. Le candidat est notamment évalué sur ses qualités gestuelles, sa rapidité, son efficacité et le respect des consignes. Je vais vous équiper parce qu'on va partir en voyage. Et aussi sur sa façon de s'exprimer. Alors le côté où je vais vous équiper avant de rentrer, je trouve pas ça. Équiper, c'est-à-dire que tu mets un vêtement sur toi ou... Je trouve ça rigolo justement dans le sens où on part en voyage. Le but c'est d'accompagner le client, de partager toutes ses connaissances avec lui, mais il ne faut pas non plus le noyer sous des informations qui pour lui seraient inutiles. Et après, concernant le langage, il y a à la fois le langage verbal, mais également le non-verbal au niveau de des gestes, de la posture. À moins de 3 jours du concours, la tension monte pour l'étudiant en première année de BTS, hôtellerie-restauration.
Je me sens forcément stressé. Après, je pense que c'est du bon stress et que voilà, il faut justement profiter de ce stress pour justement bien faire les choses, avoir cette envie de donner du plaisir justement. Pour gérer son stress, cet amoureux du service peut compter sur ses 2 coachs. Ça a une importance capitale parce que l'objectif, c'est que lui, la pression commence à monter. Et nous, notre objectif, c'est qu'on lui fasse baisser cette pression au travers justement de conseils, d'humilité aussi. C'est-à-dire que si la tête est bien, les mains suivront. Cette participation est un enjeu de taille pour cet apprenti serveur, passionné par le service en salle depuis ses 13 ans. Cela représente donc un investissement assez conséquent sur, comme on le disait tout à l'heure, 1 an et demi de travail. Après, voilà, c'est beaucoup de camarades qui me suivent, la famille, les amis, forcément également des professeurs du lycée. Donc ça représente voilà, tout ça. C'est aussi une belle vitrine pour le lycée des métiers, de l'hôtellerie et de la restauration Raymond Mondon. Personne ne s'était présenté au concours depuis 2014. Pour l'établissement, c'est toujours une bonne chose. Ça fait toujours parler de notre lycée, le rayonnement que le lycée peut avoir dans la région et même là sur un concours national. Donc je pense que le lycée a tout intérêt à avoir des élèves qui préparent des concours et est fier aussi d'avoir des élèves qui peuvent se dépasser au-delà de l'examen final pour lequel ils sont là. Et ça permet aussi de valoriser surtout les métiers de la salle et nos formations. Pour espérer décrocher l'or, Raphaël Michaud devra se démarquer de ses 14 concurrents venus de toute la France. Et on ne manquera pas de suivre son parcours. Sortez vos agendas. Emma Facchetti a quelques idées de sortie pour vous. Bonsoir Emma. Bonsoir. Alors on va démarrer avec un événement insolite qui s'appelle la Nuit des Châteaux. Déambuler dans un château à la tombée de la nuit, s'aventurer à la lueur des chandelles dans les jardins d'un lieu chargé d'histoire. C'est désormais possible à l'occasion de la 4e édition des Nuits des Châteaux. Dans les départements, 3 châteaux ouvriront leurs portes ce samedi soir à partir de 18h pour une expérience nocturne hors du commun, celui de Lutange, de Priche et de la Grange. Visite guidée par un passionné, découverte insolite des bâtisses, un vrai voyage à travers les époques vous attend. Et attention, pour visiter ces monuments, vous devez réserver votre billet sur nuitdeschâteaux.com et sachez que les visites nocturnes du château de la Grange sont déjà complètes. Alors après l'histoire, on va faire un petit peu de place à la gastronomie. Avis aux gourmets, la truffe trônera sur les étals de Thionville ce samedi de 9h à 14h, place Claude Arnoux. À l'occasion du marché de la truffe, petits et grands pourront découvrir le diamant noir et ses mystères. Les plus gourmands d'entre vous pourront déguster des truffes fraîches et des produits concoctés à base de ce produit noble. De nombreux trufficulteurs seront également présents pour vous donner quelques conseils afin de cuisiner ce précieux champignon. Et pour terminer, on va faire plaisir aux mélomanes. On termine avec une petite devinette, Uranie. J'ai 6 clés sans serrure. Si tu me grattes, je murmure. Qui suis-je ? J'ai pas trop de mérite parce qu'au antenne j'ai déjà trouvé, vous le savez, mais je vais dire la guitare. Et oui, c'est la guitare et elle est mise à l'honneur au festival Guitare 57 organisé au Nouvel Espace Culturel de Marly. Pour cette 2e édition, le programme est bien chargé. L'après-midi de 14h à 18h, entrée libre pour accéder au stand, assister à des conférences et essayer du matériel. Pour les plus aguerris, rendez-vous à une masterclass payante, 2 heures de cours intensifs avec un guitariste professionnel, Charlie Faber. Et pour la soirée, à partir de 18h30, place au concert avec des pépites de la région, Musique Académie Internationale, Rosedale, l'étoile montante du rock et le groupe amateur de cover pop-rock What Else. Pour écouter quelques riffs de guitare lors du concert ou de la masterclass, n'oubliez pas de réserver votre billet sur guitare57.com. C'est noté. Merci Emma pour ces coups de cœur. On passe à la suite. Depuis hier, sur le quai numéro 1 de la gare de Metz, vous avez sans doute vu un gros train bleu. C'est le train Rugby Tour. Il parcourt la France en s'arrêtant dans 10 villes avec à son bord le trophée Webb Ellis de la Coupe du Monde. Ce Tour de France est au total 114 jours de voyage et près de 11 000 km. Le but, aller à la rencontre des territoires et faire connaître davantage ce sport.
L'enjeu de ce train, c'est d'emmener la Coupe du Monde dans tous les territoires en France, donc en particulier dans le Grand Est. Il s'agit d'un train exposition à vocation de pédagogie pour le grand public, pour montrer ce qu'est le rugby, montrer ce qu'est la Coupe du Monde, et puis amener le clou du spectacle, c'est le trophée dans tous les territoires en France. L'objectif de l'activité Gare et Connexion que je représente, c'est qu'on se sente bien dans les gares. Et je pense que le rugby, c'est un sport qui se pratique, qui se vit, où on se sent bien également. Donc là, on retrouve cette convivialité, on retrouve ce plaisir d'être ensemble, puisque le rugby, c'est aussi être ensemble, c'est un effort collectif ensemble. Il n'y a pas beaucoup de sports qui le présentent. Il y a un esprit collectif et ça représente bien l'esprit de la SNCF en général, de Gare et Connexion en particulier. Allez, on donne maintenant la parole à notre invité du jour. Jean-Pierre Burger, je le rappelle, vous êtes le directeur du tiers-lieu Blida. Alors, un tiers-lieu, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace de travail, d'échange et de rencontre, le tout avec le confort de sa maison, mais avec des équipements d'un lieu de travail, d'une entreprise, comme c'est le cas à Blida. Alors, est-ce qu'on peut déjà rappeler les objectifs d'un tiers-lieu ? Déjà, un tiers-lieu, c'est l'ADN global d'un tiers-lieu, c'est faire ensemble. C'est-à-dire, on se retrouve dans un endroit, peu importe l'endroit, mais l'idée, c'est de faire ensemble, c'est de développer des projets ensemble, et c'est de faire ensemble et autrement, en fait. Sur tous les types de publics ? Parce qu'on pense souvent à des artistes ou alors à des indépendants, par exemple, qui viendraient travailler ici. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est-à-dire on a des artisans d'art, des artistes, on a des céramistes, on a des start-up aussi qui sont chez nous, qui viennent avec un projet. Et puis l'idée, en fait, c'est de venir et de rencontrer d'autres personnes qui vont les aider justement à faire évoluer ce projet. Et donc, c'est de partager et c'est vraiment de faire ensemble. Alors le site s'étend sur 30 000 mètres carrés que vous découpez à votre guise en fonction des animations et de ce qui s'y passe ? Oui, alors on ne peut pas tout découper parce qu'on a quand même sur les 3 hectares, 30 000 mètres carrés, on a à peu près 1 hectare 2 couverts. Donc un grand atelier où là on a vraiment les gens les métiers d'art qui sont présents, les artisans. Donc c'est un espace complètement ouvert, c'est un énorme coworking en fait avec des machines. Ensuite on a une partie plutôt bureau qui est réservée à des startups. On a également un atelier numérique, un Fab Lab numérique, et puis on a une cantine aussi très importante parce qu'il faut nourrir tous ces gens qui restent sur place parce qu'en fait les gens passent leur journée entière sur ce tiers-lieu. On peut aussi souligner l'ambiance qu'il y a ici, ambiance de village et de proximité surtout. Une première réunion nationale a eu lieu autour des tiers-lieux justement et de leur avenir. Ça a regroupé plusieurs centaines de professionnels sur 3 jours à Blida, avec 12 tables rondes participatives, 41 ateliers et des groupes de travail et de convivialité. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 jours d'échange ? Ce qu'on peut retenir déjà, vous avez parlé de 3500 tiers-lieux, c'est vrai. Il y en a pas un qui se ressemble, mais l'ADN est la même, c'est-à-dire on travaille ensemble. Et là, on avait avec nous 800 personnes à peu près sur ces 3 jours, qui sont tous, qui viennent de toute la France, qui représentent des tiers-lieux, des directeurs ou même des collaborateurs qui sont venus là, avec chacun des expériences, des choses que nous, on ne fait pas. Ils ont découvert des choses que nous, on faisait, qu'eux ne faisaient pas. Donc en fait, on a échangé, on a travaillé autour de tables rondes sur l'écologie, sur l'économie d'énergie, sur comment faire un tiers-lieu. Les enjeux actuels aussi d'urgence climatique. Tout à fait, l'urgence climatique a été aussi au centre de ces débats, bien entendu. Alors, un point qui revient souvent parmi les échanges, le fait de communiquer sur son travail. C'est facile pour d'autres, moins pour d'autres ? Alors, c'est facile pour certains, c'est plus difficile pour les artistes, parce qu'on se rend compte que les étudiants qui sortent notamment des ateliers des beaux-arts, ils ont appris énormément de choses, ils ont un talent, bien entendu, mais après, il faut le faire savoir. Et c'est ce faire savoir qui est très difficile. Et quand ils viennent chez nous, parce qu'on les accueille, on va les aider, on les accompagne justement sur cette partie qu'ils n'ont pas. Le talent, ils l'ont, mais le faire savoir, ils ne l'ont pas. Alors aujourd'hui, quel est l'avenir des tiers-lieux et plus particulièrement de Blida ? Alors, on voit bien que les tiers-lieux se développent. L'année dernière, il y en avait 1200. Aujourd'hui, on est à 3500. L'année prochaine, je pense qu'on aura dépassé les 4000. Je pense qu'il est en train de se faire dans ces tiers-lieux une nouvelle société, en fait. On est en train de réinventer des choses par la communication, déjà, parce que les gens ne se parlent plus aujourd'hui. Chez nous, les gens se parlent, les gens se retrouvent, les gens discutent autour d'un projet et font évoluer leur projet. Je pense qu'on a un avenir très important, et l'État l'a compris depuis l'année dernière, puisqu'ils ont mis de l'argent sur la table pour aider justement à développer ces tiers-lieux, à faire des investissements de machines. Par exemple, Blida vient d'être labellisé par la NCT, qui est une labellisation nationale, manufacture de proximité. Donc à partir de 2023, on va avoir des ateliers partagés, donc qui vont pouvoir être utilisés par tout le monde, dans le métal, dans le bois, dans la céramique et dans le travail du verre soufflé aussi.
Alors beaucoup de choses en perspective, mais peut-être pour donner un rendez-vous proche à nos téléspectateurs, prochain rendez-vous à Blida. Prochain rendez-vous, c'est vers le 18-19 novembre, c'est le Salon des Vignerons, c'est Plap-Vigne qui va venir fêter ses 10 ans chez nous. Et puis un autre événement très important à partir du 18 novembre, c'est l'ouverture de la boutique éphémère de Blida qui avait déjà connu un grand succès l'année dernière et qui va rouvrir ses portes à partir du 18 novembre. Le rendez-vous est passé. Dans tous les cas, vous pouvez venir apprendre, fabriquer, travailler, vous divertir ou tout simplement visiter le site. Merci beaucoup Jean-Pierre Burger, à bientôt. Merci à vous. Direction Thionville pour notre dernière image du jour. Cet après-midi a été signé l'accord de construction et d'acquisition du parking silo de la gare par le maire et le président de région. Ce bâtiment situé rue des Abattoirs pourra accueillir jusqu'à 721 voitures, à savoir qu'un Thionvillois sur 2 travaille au Luxembourg. Ce parking servira surtout pour les personnes qui se rendront à la gare. Dans le prolongement du bâtiment de plus de 100 mètres de long, des appartements seront également construits sur le site de l'ancienne halle Cernam. Le projet débutera en novembre 2022 pour une mise en service prévue au 2e semestre 2024. C'est tout pour l'actualité du jour. Retrouvez Dragon Mag dans un instant pour tout connaître des dernières infos, suivi du Club de la Presse dès 19h. Très belle soirée sur Moselle TV, très bon week-end, prenez soin de vous.